Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Sans aucun doute, comme chaque vendredi soir sur TF1, où ce soir, une nouvelle fois, et pour la deuxième fois cette année, nous allons vous parler de révélations et de contre-enquêtes. De révélations, car vous allez découvrir des affaires ce soir dont vous n'avez encore jamais entendu parler. De contre-enquêtes, car nous allons revenir sur de grandes affaires. Nos journalistes ont mené l'enquête et nous ne sommes pas forcément arrivés aux conclusions dont vous avez entendu parler. À mes côtés, mes deux complices, Didier Bergès, pour commencer. Bonsoir Didier. Bonsoir Julien. Et notre spécialiste des grandes enquêtes, Bernard Nicolas. Bonsoir Bernard. Bonsoir Julien. Bernard Nicolas de la rédaction de TF1, grand enquêteur. Je vous propose de découvrir maintenant le sommaire. J'espère que vous regarderez très attentivement les reportages réalisés par l'équipe de Sans aucun doute qui planche là-dessus depuis plusieurs semaines d'enquête. Que voici, sommaire. À tout de suite. Des flammes, un nuage de fumée, souvenez-vous, nous sommes au Koweït en 1991. 751 puits de pétrole sont en feu et personne ne sait comment les éteindre. Personne, sauf Joseph Ferraillé, l'inventeur d'un système d'extinction révolutionnaire. Le marché koweïtien est faramineux, 22 milliards de dollars. 9 ans plus tard, si les puits sont éteints, Ferraillé n'a pas gagné le moindre centime. On lui aurait volé son invention. Nous allons du côté du Koweït où un homme met au point un brevet qui permet d'éteindre les puits de pétrole de manière rapide, mais surtout de les réutiliser juste après. Ce brevet vaut des millions de dollars. Stupéfaction, il s'aperçoit qu'on lui a volé. Petite rectification, des milliards de dollars. Milliards de dollars. D'après l'enquête menée par vos journalistes, Julien. En réalité, c'est très simple. Vous vous souvenez de ces puits de pétrole qui flambaient après le départ précipité des Irakiens à la fin de la guerre du Golfe. Un homme, Joseph Ferraillé, pense avoir la solution. Il la propose aux Koweïtiens, après avoir déposé son brevet, auparavant, pour protéger son invention. Et à Koweït, on lui fait savoir qu'on utilise déjà son procédé. Donc, il est surpris, évidemment, il est stupéfait de savoir qu'on lui a volé son procédé et que des gens tentent de toucher de l'argent là-dessus. Nous allons voir maintenant l'enquête de Kader Ben Griba et j'ai l'impression, c'est une révélation ce soir, donc elle méritera un complément d'enquête bien sûr dans les mois qui arrivent, mais que c'est une affaire qui pourrait remonter très très haut. Regardez. Le 17 janvier 1991, l'opération Tempête du désert est lancée. Les Alliés déferlent sur le Koweït. En 2 mois et demi, le pays est libéré. Mais après les joies de la libération, il faut faire face aux incendies de puits de pétrole provoqués par l'armée irakienne en fuite. Officiellement, on compte 751 puits en flammes. Pour beaucoup, c'est une énorme catastrophe écologique, mais surtout économique pour les Koweïtiens. Au même moment, en France, un inventeur pense avoir trouvé la solution pour éteindre les puits rapidement et sans dommages. Au Koweït, Red Adair, le super pompier spécialiste de ce type d'incendie, annonce qu'il faudra plusieurs années pour arriver au bout d'un tel sinistre. Mais contre toute attente, le dernier puits est éteint le 6 novembre, soit 8 mois seulement après le début des opérations. Dans le monde entier, on se félicite et on s'interroge sur un tel succès. Cet homme, Joseph Ferraillé, considère aujourd'hui encore qu'il a été dépouillé de son invention. Je suis l'inventeur des systèmes d'extinction et de blocage des puits qui ont été utilisés au Koweït en 1991. Une révélation surprenante appuyée par des dizaines de kilos de documents édifiants sur une affaire qui représenterait des milliards de dollars. Seuls quelques articles de la presse helvétique évoquent cette affaire qui met en scène plusieurs personnages, dont Christian Bazano, expert comptable, un des 6 témoins essentiels. Le 24 mai 1991, il rencontre Joseph Ferraillé qui lui parle de son invention. Emballé, il décide de s'associer et de contacter les autorités koweïtiennes. Nous sommes rentrés donc en contact avec le Koweït. Ils étaient intéressés par nos procédés. Ils nous ont demandé d'envoyer un devis, ce que j'ai fait donc le jour même, le 14 juin 1991. J'ai envoyé un devis de 22 milliards d'US dollars. Pourquoi 22 milliards d'US dollars? Parce qu'il y avait 750 puits en feu, d'après ce que disaient les médias, et 5 ans pour éteindre les puits, d'après la méthode de Red Adair, et qu'effectivement la méthode de Ferraille était dite révolutionnaire pour un non-initié comme moi, qui était la méthode de l'étouffement. 3 semaines plus tard, le contact se matérialise par un rendez-vous avec un général koweïtien dans un grand hôtel niçois. Les pourparlers sont en très bonne voie, puisque le général compte les faire venir au Koweït.
L'objet, c'était qu'on devait aller au Koweït le plus tôt possible et que le prix, donc ce qu'on avait demandé dans notre offre, 30 millions de dollars par prix, n'était pour rien. C'est-à-dire ils étaient d'accord de payer ce montant. Donc tout le monde est très content. On se dit que le travail que nous avons fait allait peut-être porter ses fruits et nous attendions avec impatience donc les visas et la date de départ au Koweït. Mais le 28 juillet intervient le premier élément troublant de cette affaire. Nous recevons donc chacun un visa pour se rendre donc au Koweït. Mais il y a un problème, seul M. Ferraille, donc le principal, je dirais, intéressé dans l'affaire, ne reçoit pas de visa. Le même jour, à 18 h, 3 des 4 associés partent pour le Koweït. Joseph Ferraille doit, quant à lui, se contenter d'attendre en France. Arrivés à destination, les 3 hommes sont très bien accueillis. C'est là qu'intervient le deuxième élément troublant. Car dès qu'ils décident de rencontrer l'ambassadeur de France à Koweït City, le ton change radicalement. Il était très énervé, il nous a dit textuellement « Vous n'avez rien à faire ici pour l'extinction des puits de pétrole. Depuis le mois de mars, je défends les intérêts de 2 autres sociétés françaises. Vous n'avez absolument rien ici à faire au Koweït pour l'extinction des puits. C'est mon affaire, c'est moi qui défends les intérêts de ces entreprises. » La réaction les surprend, mais quelques jours plus tard, ils apprennent qu'un procédé étonnamment proche de celui de Joseph Ferraille est déjà en fonction depuis quelques semaines. En effet, depuis avril, le nombre de puits éteints augmente à vitesse grand V. L'idée de Ferraille était dans la nature et elle avait sûrement été utilisée étant donné que Red Adair mettait 6 semaines pour éteindre un puits de pétrole. Donc incontestablement, Ferraille, son idée était déjà en application au Koweït. Pourtant, Joseph avait pris toutes les précautions nécessaires puisqu'il avait déposé son brevet à l'INPI, Institut national de la propriété industrielle. Alors, on recherche dans la base française, c'est donc la base des brevets français, et on va interroger le nom Ferraille, qui est donc un système de fourneau permettant l'extinction des puits de pétrole en feu, voilà, sans utilisation de la dynamite. C'est déposé quand ça? Alors, ça a été déposé donc le 2 mai 1991. Alors, un brevet est un titre de propriété industrielle qui protège une invention et qui confère à son propriétaire le monopole de la fabrication et de l'exploitation. Cela veut dire que quiconque copiera ce brevet sera en situation de contrefaçon du brevet, sauf évidemment s'il a obtenu une licence d'exploitation, une licence de fabrication ou s'il a acquis des droits auprès de son propriétaire. Pour parer à toute éventualité, Joseph obtient même une protection internationale auprès de l'Organisme mondial de la propriété intellectuelle, l'OMPI. Alors, comment expliquer l'application d'un procédé étonnamment proche? Pour Joseph, la réponse est simple, il s'agit tout simplement du sien. Quand j'ai eu les preuves de l'utilisation de mes systèmes au Koweït, j'ai déposé une plainte au parquet de Nice. Cette plainte, elle a été classée non-lieu. Une deuxième plainte a été classée refus d'informer. Une troisième plainte avec un rapport d'un psychiatre de Nice que je n'ai jamais vu, qui m'a déclaré fou, furieux et dangereux. Le médecin auteur de cette expertise reçoit un blâme de l'Ordre national des médecins. Désemparé face à cette situation, Joseph Ferraille décide de mener sa propre enquête. En octobre 1991, j'ai contacté le Bureau d'investigation internationale. Normalement, ils identifient des comptes quand il y a une escroquerie de ce genre-là. Le cabinet d'investigation identifie toute une série de comptes bancaires dans le monde. Le Koweït a donc payé. À partir de ce moment, toute une série d'individus troubles interviennent. Beaucoup sont d'anciens membres des services spéciaux français et étrangers. Christian Bazano reçoit la visite de l'un d'entre eux. Cette visite d'un détective privé que j'apprends quelques jours plus tard, qui est un ancien de la DST, m'a profondément surpris. Je me dis, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Après la surprise, vient le temps des révélations et des pressions. Sans le savoir, Christian Bazano serait détenteur d'énormes sommes d'argent versées sur plusieurs comptes ouverts à son nom à l'étranger. Ce monsieur dit, monsieur, de toute façon, nous avons trouvé 5 comptes à votre nom pour un montant total de 8 milliards 038 $. Et voilà les comptes. Ces comptes, de toute façon, la DEA américaine, c'est-à-dire la Drug Enforcement Administration, a mis des drapeaux.
sur ces comptes et que si vous ne signez pas de toute façon, ils seront bloqués à tout jamais. Des sommes colossales auraient donc été transférées au nom de Christian Bazzano, qu'il le sache. Mais l'ADE, un organisme d'État américain chargé de surveiller les transactions douteuses, a tout bloqué, comme l'atteste cette déposition faite à la police genevoise. Pour trouver une issue à cette situation inextricable, une réunion extraordinaire est organisée en novembre 1995. Elle se déroule dans un quartier chic de Genève, chez un notaire. On s'est tous réunis ici les 16 et 23 novembre 1995 et c'est là qu'ils ont signé, mes adversaires, des conventions pour me verser tous mes droits. Les fonds devaient exister, c'était impossible autrement. Comment déplacer 30 personnes un même jour dans une étude notoirement connue à Genève si ça n'existe pas? Bilan provisoire de cette affaire, le Koweït a débloqué des milliards de dollars. Certaines sommes auraient été bloquées, mais on ignore si quelques personnes ont pu toucher une partie de ce pactole. Joseph Ferraillé, quant à lui, n'a toujours rien reçu, mais continue à se battre pour faire reconnaître ses droits. Monsieur Ferraillé, bonsoir. Bonsoir. En votre âme et conscience, vous estimez donc, vous, que l'on vous a volé cette invention? Absolument. De toute façon, tout s'est passé officiellement en 1991. Le Koweït nous a délégué un général. On l'a reçu officiellement en présence d'un grand chargé de l'État. Et Bazzano qui dit que c'est pas lui qui a obtenu les accords, c'est lui. J'ai toutes les preuves, c'est lui. Mais là, ils essayent de leur enlever ce... Monsieur Ferraillé, combien estimez-vous que vous auriez perdu dans cette affaire? Je ne sais pas si je dois dire le chiffre. D'après moi, il y a des centaines de milliards de dollars parce que ces systèmes qui ont révolutionné près de 15 000 fois les procédés classiques, et en plus on réutilise les mêmes puits, ils ont été déclarés stratégiques et vendus à tous les pays producteurs de pétrole en tant que procédés stratégiques. D'accord. De première importance, comme le pétrole, avant les avions, avant les tanks, avant tout le reste. Maître Collard, bonsoir. Bonsoir. Alors, votre sentiment sur cette affaire, vous qui défendez ce dossier? Écoutez, deux choses, lui. Où il est, comme le psychiatre qui ne l'a jamais vu, ça c'est quand même une première aussi, a pu le dire, complètement fou, mais c'est démenti par tous les documents qu'on peut examiner, où il est la victime de la plus grande escroquerie du siècle, puisque ça porte sur ce que représente l'impôt sur le revenu en France. C'est-à-dire à peu près 360 milliards de nouveaux francs. Alors, qu'est-ce qui nous fait dire qu'on est en présence d'une escroquerie incroyable? Pourquoi? Parce que l'enjeu est colossal. Comment expliquez-vous qu'un juge d'instruction, saisi d'une plainte, désigne un expert aux fins de savoir si le plaignant est fou ou n'est pas fou? C'est quand même paradoxal. Mais quand dans un dossier de cette nature, vous avez un expert aussi douteux que celui-là, qui vient dire que le plaignant est un mythomane et un paranoïaque, le juge rend une ordonnance de non-lieu en toute tranquillité. Et la chambre d'accusation rend une ordonnance de non-lieu en toute tranquillité. Et l'inventeur, il est cocu, battu, fou, et croyez-moi, très mécontent. Seulement, il faut savoir qu'à partir d'un certain enjeu financier, la guerre qu'on mène est une guerre terrible. Parce que là, on ne joue plus avec des rigolos. On joue avec de vrais tueurs. Avec des hommes qui, pour garder l'affaire de leur côté, sont prêts à tout. Et je crois qu'on peut dire que depuis qu'on s'est intéressé à ce dossier, on sent une certaine présence. Alors qu'est-ce qu'on a fait pour déverrouiller le truc? On a assigné l'État en responsabilité pour dysfonctionnement de la justice. On a dit à l'État, dites donc, vous avez des experts extraordinaires, des juges fabuleux, des magistrats grandioses, ils prennent des décisions sur des expertises faites par des experts translucides, qui sans voir savent, sans toucher connaissent, et qui peuvent dire comme ça, en respirant l'air du temps, à des centaines de milliers de kilomètres de distance, ou à quelques kilomètres de distance, qu'un type est fou. C'est le monde judiciaire d'aujourd'hui. On a inventé l'expertise virtuelle. Oui, c'est le monde de la justice de Nice avant que M. de Montgolfier n'arrive. Maître Collard, ce que je voudrais demander à Bernard Nicolas, car ce soir nous ne pouvons rien affirmer, tout ceci ne sont que des suppositions, il y a certes des faits, mais encore une fois on ne peut rien affirmer, mais maintenant que l'enquête des journalistes de Sans aucun doute va vraiment commencer, vers quelle piste il va falloir se diriger? Bien écoutez, Jacques Massard et Kader Benriba qui ont commencé à travailler sur ce dossier ont vu, au travers des documents qu'ils ont pu consulter, des gens qu'ils ont pu contacter par téléphone, qu'il y avait une foultitude de personnages.
C'est-à-dire, vous avez d'anciens policiers de la DST, devenus détectives privés, des hommes d'affaires qui sortent d'on ne sait où, attirés par le gâteau financier, apparemment, et surtout des comptes ouverts dans plusieurs grandes banques dans le monde entier. L'argent s'est tout d'un coup évaporé, escamoté. Et à l'évidence, il faut, comme le disait feu le juge Falcone en Italie, un des grands magistrats anticorruption italiens qui a payé de sa vie son courage, il disait, pour trouver le criminel, il faut suivre la piste de l'argent. Donc, il va falloir que vos deux journalistes suivent la piste de l'argent pour essayer de trouver qui s'y intéresse aujourd'hui et qui va tenter de retirer le maximum du magot. Je voudrais que Maître Bergès donne son avis sur cette affaire, au vu de ce qu'il a entendu. Tout problème, je crois qu'il faut réfléchir quand on est inventeur d'un procédé, non pas d'une méthode, c'est-à-dire d'un procédé industriel, donc qui est protégeable. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de gens qui hésitent à la limite de déposer des brevets, parce que quand vous déposez un brevet, vous révélez votre méthode et plutôt votre procédé industriel. Parce que finalement, c'est noir sur blanc. Ce qui fait qu'il est extrêmement simple. Il y a des gens qui font ça, qui passent leur temps à les voir, les brevets, les examiner, les étudier, les copier. On peut donner des copies. Et puis ensuite, aller les exploiter ni plus ni moins dans des pays qui ne connaissent pas la propriété industrielle. Et donc, de plus en plus souvent, les vrais inventeurs, prudents et paranoïaques, finalement, déposent le minimum de revendications, donnent très peu de pistes, et en réalité, le vrai procédé, il demeure complètement caché. C'est un petit peu dommage, le système est finalement très, très défaillant en raison du caractère international des inventions aujourd'hui dans l'exploitation. Il faut dire que pour trouver des incendies de puits de pétrole C'est pas causés par une guerre ailleurs qu'au Koweït. Voilà. Dernière question à tous les deux, avec l'envie que vous avez de vous battre, même si nous ce soir nous ne pouvons absolument rien affirmer, est-ce que vous n'avez pas l'impression, la Maître Collard, que vous vous attaquez à vraiment très gros, qu'il va peut-être être très difficile un jour d'obtenir ce que vous souhaitez? Oui, j'aime. Oui. C'est clair que le combat va être très difficile. Il est déjà difficile. Il y a une instruction qui a été ouverte en Suisse, qui est conduite par Maître Barillon, et qui se heurte à plein de difficultés. En France, on sent partout des embûches, mais il faut bien qu'on avance quand même. Je veux dire, on ne va pas sous prétexte qu'un État a des intérêts qui sont reliés par d'autres États, considérer que le psychiatre qui n'a rien vu et qui n'a rien su avait raison. Je crois qu'on a le devoir d'aller plus loin, par curiosité, par esprit de justice, et puis parce que finalement, il n'y a pas de raison que cet homme-là soit volé. Tandis si c'est vrai qu'il peut faire des expertises à distance, ce serait un fantastique progrès pour la médecine. On pourrait faire venir du reste suisse. Oui, ça avec plaisir. Comme consultant. Bien, je vous remercie à tous les deux et on donnera des nouvelles, Maître Collard, très prochainement de cette affaire.